Bienvenue dans un énième podcast de jeux de société. Eh bien, bonjour Richard. Bonjour le magnifique. Alors, comment vas-tu? Est-ce que ta semaine a été ludique? Est-ce que ma semaine a été ludique? Je réfléchis, est-ce que j'ai joué à quelque chose? Je crois pas. Elle a été vidéoludique un tout petit peu, mais ludique pas trop. Quoique, j'ai fait je suis en train de faire un truc, mais j'en parle dans le jeu qui me fait de l'œil, donc je ne déflore pas pour l'instant. Très bien, très bien. Moi, la semaine a été ludique. Toujours des petits jeux après le travail, avec les collègues, des petits Mhm. présages. Ah, on n'a pas fait de time bomb, c'est vrai. Mais en fait, on a surtout fait du présage. Présage, c'est bien. Ok, d'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a de l'activité, de l'actualité? Bon, j'y arriverai pas, et de toute façon, il y en a pas. Voilà. Euh, Alors si, il y a de l'actualité. On m'a offert un jeu qui me fait de l'œil. Ah! Oui, Folie, ça! je le mets à la webcam, ce sera très radiophonique pour nos auditonautes. Ouais, surtout qu'on me propose absolument pas de façon de Tout voir ce à qui se fait, passe, hein. tout à fait. La communauté de l'anneau, le jeu de pli coopératif. Voilà, on va Ah, faire ça pour mon anniversaire. il y a des gens qui t'aiment, hein. Tout à fait. J'ai ouvert la règle, j'ai vu qu'elle était longue et écrite petit et j'ai refermé la boîte. Ce sera pour plus tard. En vrai, ça a pas l'air sorcier, mais bon. J'ai récupéré Origin Story, mais Ah bien! bon, ça traîne quelque part. Bah là, c'est à mon taf. J'avais espéré pouvoir y jouer, mais malheureusement, on a plutôt fait un présage. C'est bien un Mmh? présage. Bah, je te crois sur parole, j'ai jamais joué. C'est joli en tout cas. Ah, faut que je te le remène. Le présage commence à devenir un peu vieux tellement qu'on y joue. Mmh. Va falloir que je le siffle parce que les cartes commencent à devenir marquées. On était censé avoir un sommaire. Tout à Je fait. crois que c'est toi qui l'avais fait la dernière fois, du coup maintenant c'est à moi de le faire. Aucune idée. Vas-y. Alors, nous allons tester Loot, un super jeu de viking qui va potentiellement détruire des maisons et piller des villages et manger des arbres et couper des moutons. Ensuite, nous allons le classer. Ensuite, il y aura la question de la semaine. Question de la semaine qui sera: est-ce que les jeux de société sont de plus en plus faciles? Ensuite, il y aura le proto de la semaine, la question étant deck building, construire sa stratégie après après carte. Et enfin, un jeu qui nous fait de l'œil. Ça me paraît pas mal tout ça. Ouais, c'est beau tout ça, hein, c'est pas mal. Loot, Let's play. superbe jeu. Tu le présentes? Oh bah si tu veux. Alors, Loot. C'est un jeu de Charles Chevalier. Charles Chevalier, c'est pas le dernier pour faire des jeux de société, puisqu'il a fait Abyss et il a fait Kanagawa. Il y a Laurent Escoffier qui a fait Pix, un jeu, je ne sais pas ce que c'est, mais à chaque fois que je vois la boîte, ça a l'air trop bien. Et LuniQuest, c'est illustré par Xavier Guénifey-Durin, qui a fait, excusez du peu, Seasons et Tag Team. Et c'est édité Qui est et sorti Aegua. et qui est sorti sur BGA il y a pas longtemps. Cette Ah semaine. bah écoute, ok. En tout cas, donc, il fait du bon boulot, visiblement. Ouais, ouais, c'est pas Joel Clodo, les gars qui vont travailler Ah là-dessus, non, hein. non, c'est clair, franchement, une belle équipe. Et c'est édité par Gigamic, donc Arcopolis, Galerapagos, etc., etc. On incarne un chef viking qui cherche à amasser des ressources et à capturer des bâtiments pour développer son fjord. Le plateau est modulaire, avec des tuiles territoires qui s'assemblent différemment à chaque partie. À son tour, un joueur pose un viking sur une case ressources, il récupère la ressource correspondante, ça peut être du bois, des moutons ou des haches ou de l'or. Et puis, on vérifie si le viking capture un bâtiment. Il y a 3 types de bâtiments avec des règles de capture différentes, les maisons, les tours et les châteaux. Les tours se capturent en reliant 2 d'entre elles avec nos vikings, les châteaux en constituant une chaîne de 4 vikings adjacentes au château, et les maisons, faut juste poser un viking à côté. Il y a aussi un système de dracard et de chantier qui permettent de scorer des points bonus en collectant les bonnes combinaisons de ressources. Je ne sais rien de plus sur ce jeu. Bah, c'est un jeu qui joue sur 2 plateaux. Il y a ton plateau personnel et ton plateau central. Ton plateau personnel, ben, c'est là où tu vas stocker toutes les ressources que tu auras pillées, et il va falloir débloquer certains bâtiments pour gagner plus de points, parce que sinon ça fait des points négatifs à la fin. Donc il va falloir piller intelligemment pour pouvoir débloquer ces bâtiments, et en même temps, tu vas pouvoir avoir des multiplicateurs de points, parce que les moutons, les arbres, l'or, ça vaut rien.
sauf si tu as les multiplicateurs qui te donnent des points. Et ces multiplicateurs, tu peux les récupérer, sauf que, encore une fois, il faut les débloquer avec les bonnes ressources. Suite à cela, ben, du coup, faut poser sur le plateau central, il faut poser ses vikings. Les vikings, quand il y en a un, c'est bien, quand il y en a deux, c'est pas mieux. Du coup, on ne peut pas mettre un deuxième viking là où il y en a déjà un, sauf si tu utilises un des 3 bonus, dont un est de pouvoir mettre un viking, mais c'est vraiment le viking le plus sympa de la bande de vikings, qui partage une case avec un autre. Sinon, ben, c'est pas possible. Du coup, on peut très Mhm. vite bloquer l'adversaire, surtout qu'on joue à 4. Là, on va jouer à 2, ce sera beaucoup plus simple. Quand il y a un chemin qui est complètement bloqué, et ben, on peut plus passer. Voilà pour l'explication. Bon, l'explication est assez succincte, hein, mais en même temps, Mm. on n'est pas un podcast règle. Non, mais écoute, on verra en juin. Oui, les gens qui voudront plus d'explications sur le jeu iront sur YouTube regarder le let's play. Voilà, exactement, tout à fait. Bon, bah écoute, allons, on va jouer? Bah ouais, allons-y. On vous laisse écouter le reste du podcast. Nous, on doit s'amuser. Désolé. Tout à fait. N'oubliez pas, le podcast, le let's play sera disponible sur YouTube, le lien dans la description. Pendant ce temps, dans le futur. Vous n'êtes jamais parti, mais nous si. Nous sommes partis jouer à Loot, un superbe jeu de viking où il faut récupérer gentiment en demandant s'il vous plaît, pour récupérer des ressources, des moutons, des arbres, des mercenaires, de l'or, des maisons, des tours, des châteaux. On est des vikings un peu vénères, on pique tout ce qui est pas accroché au sol. Même ce qui est accroché au sol en fait. Tout à fait. Qu'as-tu pensé, Richard? Écoute, j'ai trouvé ça mouais. Ah ouais. Le jeu est chouette. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai compris la mécanique, j'ai joué, j'ai plutôt, je trouve, pour une première partie, plutôt bien joué. Maintenant, voilà, le thème me transporte pas. Les mécaniques de jeu non plus. En dehors, moi, c'est pas souvent que je joue avec deux plateaux. Un plateau individuel, un plateau collectif. C'est plus Mais bon, original. voilà, oui, tout à fait. Je trouve que c'est plutôt original. Le fait que le plateau soit modulaire en plus, je trouve ça très sympa. Pour le plateau principal, en tout cas. Maintenant, voilà, c'est pas un style de jeu que je trouve extraordinaire. Ce genre de jeu de combo et de placement, c'est pas forcément ma came. Ça me rappelle un peu Harmony, dans le même style. Ouais. Donc voilà, oui, pour moi, c'est Harmony tiers, quoi. Voilà. Ok. Qu'on en est là, est-ce qu'on fait le classement Bah, t'as pas parce dit que... ce que t'en pensais, toi? Ah, moi, je trouve que c'est un jeu sympa à faire une fois de temps en temps. J'achèterai pas, clairement pas. Euh, je trouve que les mécaniques sont assez rigolotes dans le sens où faut réfléchir à comment se placer sur le plateau central et en même temps, bah, faut réfléchir à comment tu vas placer tes trucs dans ton plateau personnel. Il y a un peu le jeu dans le jeu. Hmm, Que je trouve rigolo. Faut un peu splitter son cerveau en deux pour jouer à ce truc. Euh, mais passer ce petit moment drôle de jeu dans le jeu, c'est un jeu mouais. ok. Mais t'as raison, ça fait beaucoup penser à Harmony dans un style complètement différent. Ah oui, tout à fait. Le style est complètement différent. Le jeu, attention, hein, je te dis pas qu'il est pas bien branlé, hein. Il est très bien, il est solide, tout fonctionne bien, c'est équilibré et tout ça. C'est juste que voilà, c'est pas un jeu qui me parle à titre personnel, quoi. Ouais, Et je vois ses qualités, hein. les Vikings comme thème, ça me parle pas. Bon, c'est pas forcément les Vikings en tant que soi, c'est aussi la DA, enfin il y a tout un ensemble de choses. Ouais, Après, je te rejoins. comme toujours, c'est pareil, BGA, je sais pas si la DA rend beaucoup Ah, là, pour le coup, justice au jeu. ah si, là, le BGA, il a fait une retranscription assez fidèle de ce que est le jeu sur Ok. papier, on va dire, sur carton. Bon, bah, vite pour les petits conseils tactiques, moi j'en ai pas énormément, hein. J'ai même pas noté qui les a donnés. Ah si, ils sont là. Hop là. Et ben c'est Aircore qui nous dit sur Board Game Arena, sensiblement 3 choses à regarder, hein. D'abord, bah, privilégier ces bâtiments. On a des bâtiments à construire dans Loot. Si on les regarde pas vite et si on les a pas en tête, si on veut faire ça en milieu fin de partie,
c'est compliqué. Faut vraiment, c'est le premier objectif, c'est finir ces bâtiments parce que c'est des points en moins à la fin. C'est des points en plus si on les a fait, faut les faire. Hmm. Euh, Tu veux qu'on fasse 1-1 en termes de Oh conseils? non, non, vas-y. Ok. Continue. Ensuite, les dracars. Faut maximiser 1, 2, 3 ressources. Prenez autant de dracars que de la même ressource possible, quitte à du coup devoir prendre des ressources qui sont pas dans le schmilblick. Prendre plein de dracars de ressources différentes, c'est moins bien que prendre plein de dracars de la même ressource et prendre beaucoup cette Hmm. ressource-là. Ouais. Surtout qu'en fait, les ressources, c'est pas très limitant. C'est rare de dire que il y a une ressource qui est plus disponible. En fait, les ressources sont toujours disponibles. C'est plus valider des dracars qui sont difficiles que avoir une ressource. Ouais. Et enfin, et toujours, le contre-draft, enfin là, le contre-positionnement. L'adversaire, il veut souvent des bâtiments, bah, ne serait-ce que pour ses bâtiments à lui, enfin ses bâtiments à construire, il veut des bâtiments sur la carte principale. Si il a fait l'erreur d'attendre un petit peu le milieu late game pour récupérer les bâtiments sur la carte principale, facile est de le bloquer grâce à le sacrifice de un petit viking qui va rapporter une ressource pas forcément intéressante, mais qui va bien faire chier l'adversaire. Toujours faire chier son adversaire. Rappelons-le, ce n'est pas la valeur absolue des points qui vous fait gagner, mais la valeur relative par rapport à son adversaire. Oh, c'est beau, quel homme. C'est tout. Moi, j'ai que ça, moi, hein. Ok, moi j'avais un tout petit truc à rajouter. Il y a une ressource qui est normalement un tout petit peu plus rare que les autres, c'est l'or. Donc c'est assez utile de garder le bouclier qui permet de doubler les ressources pour l'or, même si évidemment il peut y avoir d'autres situations, mais généralement il est plutôt joué comme ça. Et pour le bouclier qui permet de jouer 2 vikings en un tour, c'est pas bête de l'utiliser pour essayer soit de mieux contrôler la carte et notamment son centre, soit pour éventuellement relier une tour, 2 tours pardon, avant l'adversaire. Et enfin, c'est pas mal de garder le bouclier, le troisième, qui te permet de te poser sur une case déjà contrôlée par l'adversaire pour jouer des coups un petit peu décisifs en fin de partie, pour compléter une chaîne, pour remporter un bâtiment, tu vois, voilà, des choses comme ça. C'est tout ce que La, j'avais en plus. la dernière case château, elle est facilement récupérable comme ça, hein. Tout à Avec fait. celui qui se pose sur une case déjà prise. Hop là, château. Et après, on avait la même source, je pense, d'après son expérience. Autour de 100 points, tu as plutôt un bon score. Autour de 110, 120, tu as un très bon score, quoi. Voilà, c'est un peu l'échelle de valeur. Ah bah moi, mes 109 points, Ah on bah se oui. rapproche de la perfection. Et moi, écoute, 100 points, j'avais 94, donc je m'estime heureux. Une bonne Non, première partie. je pense que tu aurais un petit peu plus joué sur les dracars et ça aurait été... Tout à fait. tu m'aurais dépassé, sans aucun Oh bah doute. écoute, un jour, qui sait. Mais oui, écoute. Allez, classons, mon ami. Le board, il est toujours avec leader en tout premier. Puis Tag Team, puis Qbert, Toy Battle, Miams, Boop, Altered, Duel pour Cardia, Codex Naturalis, Harmony, Sky Team, Draftosaurus, Sea Salt and Pepper et au très fond du fond, Pili Pili. Je sa main. Oh bah écoute, pour une fois, moi, ce sera assez simple. On a dit, pour plusieurs raisons, que ça se rapprochait pas mal d'Harmonie. Mhm. Moi, j'ai trouvé Harmonie plus jolie. Et même si j'ai pas aimé le scoring d'Harmonie, et que je trouve pour le coup que le scoring de Loot est plus facile à comprendre, je trouve que Harmonie, la DA, le thème me parlait un petit peu plus. Donc j'aurais tendance à le mettre derrière Harmonie, voilà, en 11, devant Sky Team, derrière Harmonie. Ah, c'est intéressant. Parce que je trouve quand même la mécanique est plus intéressante que celle d'Harmony, où l'Harmony c'est quand même relativement simple. Ouais, c'est vrai. Là, eh ben, comme j'avais dit, il y a le jeu dans le jeu qui moi, me paraît intéressant. Après, bon, bah, c'est la même mécanique qu'Harmony, il faut placer des trucs pour gagner des trucs. Le design est effectivement plus moche que Harmony. Loot, bon, il y a de l'effort sur la boîte, peut-être que dans le design du jeu, un peu moins. Après, bon, il y a pas l'opportunité d'avoir des cartes comme sur Harmony, ou Harmony, bah là, il y a vraiment un design de malade sur les cartes, des lions un peu chelous, voilà. Le matériel d'Harmony, je le trouve un peu plus stylé, avec des Hum, cartes qui sont pas forcément standards, des jetons en bois où ils sont pas contentés de mettre des couleurs,
Ils ont aussi mis un peu de dessin sur les tuiles. Non, il y a des choses très bien pensées dans Harmony que j'ai pas retrouvé dans Loot. Après Loot, plateau central, il est modulable, Mmh. ce qui est très intelligent. Oui. C'est pour ça que moi, je serais même presque tenté de mettre Loot devant Harmony. C'est pas une envie forte. Du coup, je dirais en dessous, hein, je te suis, Non, non, mais je trouve que par contre, effectivement, ton argument sur les mécaniques originales est très vrai. Heu, Mmh. Effectivement, plateau modulaire et double plateau, c'est vrai que c'est quand même intéressant. Après le double plateau, ça se retrouve beaucoup dans les jeux experts, hein, Oui, dans, mais justement, mais pas dans un jeu ça c'est quoi, tu dirais un jeu initié, oui, éventuellement? oui, oui, initié, Je trouve que c'est initié. plus rare dans les jeux initiés. Comme moi, je suis plutôt un jeu facile ou initié. Familiaux, pardon, jeux familiaux ou initiés. Moi, je le vois moins souvent. Écoute, moi, je trouve que c'est assez. Alors, j'ai deux propositions à te faire et tu choisiras en tant que patron des ludomonistes. Je veux bien te suivre et mettre Loot 10e et du coup, Harmonie passe 11. Ou Mmh. alors, on peut entamer une phase de complexification de notre classement Ouh et là! dire que Harmonie et Loot sont à égalité 10e. Allez, Si tu veux, on peut dire ça aussi. C'est ce qui permet de complexifier le classement et peut-être par exemple de pouvoir déloger un leader ou un Qbert, tu vois, en disant bah sans le faire baisser, on se met à côté, tu vois. Peut-être que c'est une allez, manière de voilà. on avait dit, il faut sortir un petit peu des sentiers battus, ne pas s'enfermer, dans des habitudes. On peut les mettre, à égalité. On peut. Allez, écoute, notre première égalité, ça marche. Je le note. Donc 10e à égalité avec Harmonie, nous aurons le pépère Loot. Une bonne chose est faite. Parfait. Et du coup, je te propose de passer à la suite. Donc la question de la semaine. La question de la semaine. Ah, faut qu'on les refasse. C'est pas possible. Faut qu'on les Pour la refasse. saison prochaine. D'ailleurs, je Grave. tiens à m'excuser, apparemment, j'ai un peu foiré, la mise en place des jingles, sur l'épisode, de la semaine dernière. C'est réparé, au moment où vous écoutez ce podcast. Je tiens à m'excuser pour ceux qui ont, écouté le podcast de la semaine dernière, enfin, il y a 2 semaines, de façon dégradée. Ça n'arrivera plus. Je me suis flagellé. Ah, t'as bien fait. J'espère que tu t'es privé de manger pendant quelques jours également. Non, parce que je suis gros. Non, je ne fat shame pas, les gros sont gros même s'ils arrêtent de manger, hein. Ah, tout à fait, tout à fait. Je sais pas si ça améliore mon cas, hein. Non, mais en plus, il y a gros et gros. Je pense que toi comme moi, on est un petit peu empâtés, mais on n'est pas obèse non plus, tu vois? On vieillit surtout et en fait, c'est ça qui est plus compliqué, c'est que c'est plus dur, d'enrayer tout ça quand on vieillit, quoi. Oui, oui, oui. Bon, on n'est pas là pour parler nutrition, on est là pour parler jeux de société. Ouais, peut-être un jeu de nutrition un jour, mais j'en ai pas vu encore. Bonne question. Eh ben, si vous en connaissez un, dites-le en commentaire. Non, là, on se posait plutôt la question donc, est-ce que les jeux de société sont de plus en plus faciles? Alors, je commence? C'est comme tu veux, tu me dis. Moi, c'est un peu long. Eh ben, moi, c'est un peu court. Bah, alors du coup, préfères commencer? Non, non, vas-y. OK. Même comme ça, je pourrais dire que tu as déjà tout dit. Ah parfait. Donc est-ce que les jeux de société sont de plus en plus faciles? Alors, une première approche, comme souvent d'ailleurs que je remarque quand je commence des chroniques, sur, notre podcast, ce serait de dire, «Oui, les jeux sont de plus en plus faciles», de l'indiquer subjectivement par mon expérience. Tu vois, l'autre jour, j'étais dans mon Carrefour City et il y a un petit rayon jeux pour enfants et il y avait, le Uno, le Skyjo, Flip Seven et cetera. Donc des jeux plutôt faciles, qui globalement, me semblent mieux diffusés qu'avant. Je veux dire par là, dans plus de magasins et sans jamais être accompagnés par des jeux complexes. Les Si jeux je peux me complexes oui? permettre, Ouais? dans les magasins, supermarchés, il y a toujours eu un petit peu de jeux de société, mais c'était souvent, ça se limitait au Monopoly, la plupart du Tout à temps. fait. D'ailleurs, ouais, l'essor du jeu de société parce qu'il y a plus qu'un seul jeu. Je suis tout à fait d'accord avec toi et je dirais même il y avait le Monopoly, la Bonne Paye, le Uno, les jeux classiques tarot, Yams, et cetera, et c'est rejoint, me semble-t-il, depuis quelques années par des nouveaux jeux qui sont des jeux, faciles, genre Skyjo, Flip Seven. Mais donc les jeux complexes, tu les trouves en boutique spécialisée, tu les trouves pas au Leclerc. Il y a aussi une question d'habitude de jeu.
Mmh. Moi, je me souviens pas la dernière fois que j'ai joué à un jeu difficile et je crois pouvoir affirmer que je suis plus un joueur moyen que toi. Moi, le jeu difficile, il est tout simplement moins présent à mon esprit, quoi. Donc, à titre personnel, les jeux sont de plus en plus faciles, je le constate parce que moi-même, je joue très peu à des jeux difficiles. Qui plus est, le jeu de société est entré depuis longtemps dans son ère moderne et comme les jeux vidéo, des fois, tu vois dans des articles, dans la presse, dans des forums, émerger des questions classiques pour tout domaine qui se démocratisent un peu, tu vois. Est-ce qu'il y a une casualisation du jeu de société? Est-elle bénéfique? Est-ce que les facultés des joueurs déclinent, leur concentration? Est-ce que les grands succès uniformisent les jeux? Tout ça, ça semble témoigner très imparfaitement et très subjectivement d'une industrie du jeu de société qui irait vers plus de facilité. C'est mon sentiment initial au moment où je travaille sur cette question. Est-ce que là déjà, ça t'évoque des trucs ou pas? C'est-à-dire m'évoquer des trucs? Bah, je sais pas, est-ce que toi, au moment où tu as commencé à réfléchir à notre question de la semaine, tu avais un sentiment préconçu et elle est-il dans mon sens? Moi non, et j'expliquerai pourquoi ensuite, mais effectivement, moi, j'étais pas parti sur le fait que la réponse était oui. OK. Ah, très bien. Bon alors, maint Je te laisse continuer. ouais, 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 ouais. Maintenant que je t'ai donné mon sentiment initial, je me suis dit qu'il faudrait essayer de trouver des données objectives pour, prouver mon sentiment. Mmh. Et pour faire ça, j'ai fait comme d'habitude, j'ai téléchargé un jeu de données de Board Game Geek. Et ouais, donc ça m'a donné un grand tableur Excel avec beaucoup, beaucoup de lignes et dans ces lignes, j'ai fait un tri. J'ai pris les jeux de société depuis 1980 jusqu'à 2024. J'ai gardé les jeux qui avaient au moins 100 votes d'utilisateurs sur le site pour avoir des jeux un petit peu chouettes quand même. Et surtout, j'ai viré les extensions. Moi, j'ai gardé que les jeux initiaux de chaque série. Et donc, ça te donne un échantillon de 15 000 jeux. Donc, c'est pas mal pour travailler. Et ensuite, j'avais différentes données dans ce tableur par type de jeu. Enfin, pas pour chaque jeu, j'avais plusieurs types de données. Et j'en avais notamment deux qui m'ont semblé intéressantes pour notre question de la semaine. La durée de la partie et l'âge recommandé. Et donc, bah, je suis parti d'un postulat qu'il faut accepter avec moi. Plus l'âge recommandé est bas, plus tu peux conjecturer que le jeu est facile. Et idem, plus la partie est longue, plus tu peux conjecturer que le jeu est difficile. Je suis bien d'accord que ce n'est pas exact, mais pour un podcast écouté par une 14 personnes, je me suis dit que bon, bah, ça suffirait. Et donc, j'ai regardé ces deux jeux de données. Pour chaque année, j'ai calculé, pour ce qui concerne d'abord la durée des jeux, la médiane des jeux parus cette année-là. Donc la médiane, c'est-à-dire que tu prends tous les jeux d'une année, tu les mets dans un grand sac, tu regardes la durée de tous ces jeux-là, et tu calcules la durée du jeu de société qui se trouverait exactement au centre de tous les jeux du sac. Ça évite ainsi d'avoir une moyenne, une simple moyenne qui serait tirée vers le bas ou vers le haut par un jeu particulièrement court ou long cette année-là. Résultat, c'est assez intéressant, dans les années 80, la durée médiane des jeux de société est très oscillante. Tu vois, ça varie beaucoup, avec des pics qui vont de 1 heure à 1 h 45. Donc en gros, on peut dire que dans les années 80, on tourne autour d'1 h 30 et que c'est très changeant d'année en année. Et ben 1 h 30, je sais pas ce que t'en penses, je trouve que c'est beaucoup. Mmh. Et puis très subitement, mais vraiment très subitement, quand tu vois le graphe, c'est évident, en 96, ça chute à 45 minutes. Et depuis 1996, la courbe est plate. La durée médiane est stable à 45 minutes depuis 1996, alors qu'avant, c'était bordélique et plutôt en moyenne autour d'1 h 30. Donc ça, c'est le premier enseignement de mon graphique. Donc une fois que j'ai vu ce truc assez étrange, je me suis dit que j'allais essayer de le corréler avec l'évolution de l'âge des jeux. Et alors là, ça va être encore plus étonnant. Depuis 1980, l'âge moyen des jeux de société oscille entre 9,7 et 10,9 ans. Et la courbe est complètement plate. Et vraiment, tu vois, entre pas grand-chose, entre 9 ans et demi et 11 ans, quoi. Et donc, je n'ai pas réussi à trouver un moyen d'expliquer cette stagnation. Je fais des propositions. D'abord, je me dis peut-être que les éditeurs mettent les âges au pif, comme moi quand je fais un proto. Ou alors, voilà, bah peut-être. Ou alors, l'âge n'est pas concluant pour illustrer le concept de facilité. C'est peut-être deux éléments décorrélés. Ou encore, peut-être que les éditeurs, avec le temps qui passe, considèrent que les enfants sont de mieux en mieux acclimatés aux jeux de société et du coup, bah, l'âge
ils s'adaptent au niveau de difficulté des jeux en quelque sorte. Et du coup, tu as une stagnation comme ça constante. Peut-être c'est les trois en même temps, peut-être c'est autre chose. J'en ai absolument aucune idée. En tout cas, ce que nous dit ma petite étude, c'est que à partir des données qui valent ce qu'elles valent une nouvelle fois et de mes postulats, les jeux de société, ils sont pas de plus en plus faciles au fur et à mesure que le temps passe. Il n'y a pas d'évolution linéaire de la facilité des jeux. En revanche, il y a effectivement eu un phénomène très marquant, c'est que brutalement, il y a 25 ans, en 1996, les jeux sont devenus d'un seul coup plus faciles. Et depuis, ils sont restés comme ça. Voilà donc ma conclusion pour ce truc-là. Après, j'ai d'autres développements, mais qu'est-ce que tu penses de ça déjà? Je pense que tu as fait un travail fantastique. Et comment tu as fait pour récupérer la base de données? Eh ben, j'ai trouvé un site qui s'appelle Kaggle, Kaggle, et Ouais. dedans, tu as plein de gens qui mettent des données statistiques. Et t'en as pour plein de choses, mais t'as notamment pour Board Game Geek, t'as plein de mecs, ils ont partagé, par exemple, l'état de la base en 2024. C'est ça que j'ai pris moi. Mais tu vas avoir d'autres données pour d'autres sites, pour d'autres bases de données. Voilà. Kaggle, ça s'appelle. Ouais, je connais Kaggle, mais je Ah savais ouais? pas que mais j'ai pas trouvé ce ah bah oui, quand tu fais des sciences, Hmm. statistiques, Ouais. et bien Kaggle, c'est bien sympa. Il y a aussi, data.gouv qui te permet d'avoir Ah, des super bases de données, des datasets, ouais. vraiment très stylés. J'ai essayé de m'en servir, mais c'est quand même imbitable, data.gouv. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, j'ai jamais réussi à correctement comprendre ce que j'y faisais, quoi. Data.gouv, il donne beaucoup de JSON. Faut savoir travailler le JSON, c'est pas immédiat, c'est pas du CSV. Bah ouais, ouais, Mais voilà. mais ouais, enfin, ouais, non, le JSON, c'est vraiment fait pour être lu pour les ordinateurs. L'être humain n'a pas les yeux pour lire le JSON. Ouais, c'est clair. Donc, alors, si tu veux, j'ai des petites hypothèses pour essayer de comprendre pourquoi, d'après les données que j'ai et l'analyse que j'en ai faite, tu as cette rupture en 96. Ouais? Est-ce que tu veux discuter avant ou est-ce que je te donne mon sentiment? Ouais, mais du coup, comme tu vas aller un peu plus loin que moi, je veux bien répondre à la même Ouais, question que toi avec, du vas-y, coup, vas-y. des prémices qui étaient différents. Parce que quand j'ai réfléchi à la question, je me suis dit: «Bon, bah, déjà, qu'est-ce qu'un jeu facile?» On va partir du fait que ce n'est pas un jeu expert. Et comment on définit un jeu Mhm, expert? Bah, par sa complexité mécanique, qui a un corpus de règles étoffé, qui a des phases multiples, qui a des exceptions, que le livret de règles fait une quarantaine de pages, mhm, il y a une profondeur stratégique, il y a plusieurs façons de gagner, il y a une gestion à long terme, il y a des contre-stratégies, il y a des stratégies qui existent déjà, il y a des synergies à dénicher. Il y a une liberté d'action, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs actions à faire, il y a plusieurs, capacités, il y a des latitudes, il y a des trajectoires. Il y a des signaux concrets et comme, bah, du coup, bah, la durée et comme tu l'as dit, l'âge, indiqué sur la boîte. Et du coup, bah, tout ça, ça fait que, bah, tout ce qui ne correspond pas à, ces critères-là, on peut dire que c'est des jeux faciles. Mais il y a quand même un problème de définition. mm, Parce que ce qu'on considère comme, un temps long, ça évolue avec le temps. Ce qu'on considère comme étant des règles compliquées, ça a aussi évolué. Bah, typiquement, Res Arcana, qui est sorti en 2019 mm. et qui a eu l'As d'or expert, aujourd'hui, peut-être qu'il serait considéré comme, un jeu initié. Pareil, ben, on le voit ces dernières semaines avec Rebirth, jeu de Ragnar Knizia, qui, n'était pas dans la catégorie experte, qui n'était pas dans la catégorie initiée, qui était dans la catégorie maître de l'As d'or et qui se retrouve dans le Kinderspiel des Jahre, Mm. du coup la catégorie, connaisseuse des jeux du Spiel et qui, du coup, normalement est réservée aux jeux initiés experts. Mm. Là, on voit que déjà, il y a une incohérence, ou peut-être que l'Asdor permet de faire gagner des jeux experts ou des jeux initiés, mais on n'a pas vraiment cette impression-là quand on regarde l'historique de l'Asdor. Mm. Et donc, moi, j'ai fait à peu près le même travail que toi, sauf que moi, j'ai demandé à un de mes chats préférés, le chat Mistral, de Mm. regarder sur Game Board Geek à partir des poids
me faire, un petit tableau explicatif, de cinquaine en cinquaine, sachant que, ben, si le poids il dépasse trop ou plus, c'est un jeu expert. Il me dit que, entre, les années 2000 et 2010, il y avait 7 500 jeux qui sont sortis. 500 jeux experts et 5 000 jeux familiaux et 200 jeux Mhm. initiés. En 2010-2020, 1000 jeux familiaux, ah non, 10 000 jeux familiaux, 500 jeux initiés et 2000 jeux experts. Et en 2020-2006, 8 000 jeux familiales, 400 jeux initiés et 1500 jeux experts. Et si, du coup, on rationalise, Ouais. en 2020-2010, il y a eu une proportion de 6% de jeux experts. Mhm. En 2010-2020, 11%. Et Ouais. en 2020-2026, la tendance est exactement la même. Il y Mhm. a 11% de jeux experts qui sont sortis. Ok. Comme, tu vois, j'arrive à la même conclusion. Il n'y a pas plus de jeux faciles, il n'y a pas plus de jeux difficiles. On est sur une tendance. Il y a Mm. 10% de jeux experts qui sortent d'année en année. C'est marrant. Voilà. Je précise quand même, tu as utilisé le terme de poids. C'est Oui, une notation spécifique à Board Game Geek complètement. qui permet d'essayer de jauger la difficulté, en fait, c'est ça? C'est ça, et surtout qu'en plus, c'est complètement empirique vu que ce sont les joueurs qui notent sur une note Mhm. sur 5 la difficulté. Ce qui fait que du coup ça fait une moyenne et les jeux très complexes, ben, sont notés avec un poids lourd, proche de 5, et les jeux très faciles sont notés avec un poids très léger. Mm. Typiquement, Loot, il a un poids de 2,06 sur 5. C'est pas énorme, alors que, si on prend un jeu référence, un jeu ancrage, Root, lui est à 3,84. Ok. Bon, ce qui est pas non plus le plus dur de l'échelle, quoi, mais qui est déjà plus. On voit bien l'écart de points, l'écart de règles, quoi. Ouais, moi le jeu le plus compliqué que j'ai joué, c'est Invention Evolution of ID, jeu de Vital Lacerda, un gros bousin, rien que, l'installation ça m'a pris 1 heure et le jeu ça m'a pris 3. Et il est à 4,59. Ouais, la vache. Ouais. Il y a encore un peu de marge. C'est vraiment un point 15 pages de règles, quoi. C'est vraiment ça. Heu Ok. et du coup, tu voulais conclure? Oui, oui, oui. En fait, j'ai essayé de réfléchir. Vu qu'on a un petit peu le même sentiment, c'est-à-dire que on a une première phase, à partir de là où on a des données, hein, une première phase de 80 à mi-90, fin 90, qui est une phase où on a l'impression que les jeux sont effectivement plus difficiles en proportion ou en ressenti. Et à partir de cette période charnière-là, on a une fixation, en fait, du ratio entre jeux faciles et jeux difficiles, de la manière dont on a réussi à prouver avec nos statistiques. Mon hypothèse, c'est que autour de cette fin des années 90, le marché du jeu de société s'est segmenté et structuré. Depuis 1980, enfin, autour de 1980, le marché, il était dominé par des très gros éditeurs qui étaient centenaires ou pas loin. Tu vois, t'as Hasbro, t'as Mattel, t'as Parker Brothers, t'as Ravensburger. Et ces grands éditeurs, qui étaient un petit peu hégémoniques, ils sortaient des jeux grand public, mais aussi des jeux experts, et un peu pêle-mêle, tu vois, sans, à ma connaissance, sans stratégie extrêmement claire, sans segmentation de marché, un peu pêle-mêle. Et du coup, il y avait quand même dans ce truc un peu pêle-mêle une majorité de jeux familiaux, mais des jeux familiaux qui se jouent sur une soirée, sur un temps assez long. Monopoly, Bonne Paye, Scrabble, tu vois, tous ces trucs-là. Et à partir de 1990, t'as l'apparition de nouveaux éditeurs beaucoup plus pointus. Queen Games en 92, Asmodee et Fantasy Flight Games et Philosophia en 95, Z-Man Games en 99, Rio Grande Games en 98. Et ces éditeurs-là, il y en a que je connaissais pas avant de travailler ce thème-là, mais ils ont la particularité d'être tous sur des niches de jeux. Des jeux à figurines, des Eurogames un peu longs, à l'inverse des party games, des jeux familiaux. Bref, tu vois, tu as un peu de tout, mais surtout, ça va venir structurer une nouvelle offre. Et surtout, comme chaque nouvel éditeur
s'adresse à une niche, à une part assez précise du public, ce que les anciens éditeurs, donc, on l'a dit, ne faisaient pas spécifiquement. Bah, ça va initier une segmentation du marché. C'est-à-dire que les éditeurs vont commencer à réfléchir en gamme de jeux, en concurrence sur ces secteurs-là. Et ces gammes de jeux, bah, elles vont chacune avoir leur durée, leur difficulté, leur rythme de parution et aussi bah, leur marché. Et donc, c'est comme ça que tu vas te retrouver avec une explosion des jeux familiaux parce que le marché est beaucoup plus gros, que tu peux éditer les jeux plus vite, etc., etc. Et à l'inverse, que tu vas avoir une résilience des jeux experts parce que bah, tu vas toujours avoir cette niche-là qui va être intéressé par tes jeux experts, même s'ils vont en acheter moins souvent, ils seront toujours là à la sortie, tu vois. Et donc, tu vas pouvoir avoir des stratégies industrielles, des regroupements par segmentation, etc. Et d'ailleurs, tu remarques que à la fin des années 90, quand cette segmentation, elle semble apparaître, ben, c'est validé quelques années plus tard par les prix. L'Asdor comme le Spiel, au cours des années 2000, ils ont un petit peu modifié leur catégorie, leur sélection pour refléter l'apparition de ces segments de marché. Les jeux complexes, les jeux familiaux, les jeux enfants, les jeux initiés, tu vois, ces catégories de jeux-là, les jeux experts. Et enfin, il y avait un dernier élément que je voulais prendre en compte, mais là, c'est juste une petite allusion. Dans l'épisode 7 d'un énième podcast de jeux de société, on a parlé de l'inclusivité et de l'accessibilité des jeux. Et ça participe vachement à l'idée selon laquelle les jeux sont plus faciles alors que ça n'a rien à voir. Par le travail des éditeurs et des auteurs, par la généralisation des bonnes pratiques, par la montée en compétences des auteurs et des équipes, bah, tu as des règles qui sont mieux écrites, plus cohérentes, un matériel qui véhicule mieux les règles. Ça permet de limiter tes frictions, d'accélérer la compréhension de la lecture des règles, la durée des parties, etc. Pour autant, les jeux ne sont pas forcément plus faciles. Mais par contre, ils sont bah, mieux équilibrés, mieux amenés, mieux expliqués. Tu prends des raccourcis sur des choses qui étaient fluctuantes ou frictionnelles avant, et tout ça, voilà. Et donc tout ça pour dire que, je conclus comme toi, à la fin, les jeux ils sont pas de plus en plus faciles, le marché il s'est juste modernisé, développé, segmenté en différentes catégories qui en fait maintenant sont très stables. Enfants, famille, initiés, experts. Il y a des catégories qui vendent plus que d'autres, mais les catégories restent là et restent plutôt, résilientes en fait, au fur et à mesure. Voilà. Ah bah, très bien, très bien. C'est vrai que tu as tout à fait raison. Bah, il y a Matago qui maintenant, a dit, bah, les jeux experts qu'on faisait de la relocalisation, on porte plus notre nom dessus. Ce sera aux éditeurs originels, Mmh. de mettre leur logo et on s'en lave les mains. C'est eux qui valident, qu'on a relocalisé de comme il faut. En tout cas, ça portera pas notre logo et ce sera pas notre marché. Ouais, voilà, ils recentrent, leur cible, Ah oui, heu complètement. et c'est tout à fait, bah, de toute façon, surtout, c'est à mon avis essentiel aujourd'hui, pour te construire ton identité de marque, dans la mesure où la concurrence est vachement rude, quoi. Mais surtout que là, les stats et les chiffres nous donnent raison, enfin nous dit qu'il y a pas de mouvement dans le marché. Ces dernières années, il y a quand même quelques informations, on va dire inquiétantes pour le monde du jeu expert. Bah, typiquement Simone, un grand architecte dans le monde du jeu Mmh. expert, se reconcentre sur des jeux qui fonctionnent. Genre, ils ont fait Collect, très bon jeu, hein, qui est un Mmh. jeu familial, qui est un petit jeu d'ambiance, c'est très sympa. On est loin, de leur jeu de figurines, à Mmh. 100 € la boîte, hein. C'est Tout à fait. plus il doit faire du cash vite. Oui, mais après, tu peux avoir des éléments qui ne sont pas liés au public en tant que tel, au goût. Ce que je veux dire par là. Parce que tu peux avoir un éditeur, le dernier jeu expert a pas bien fonctionné, les coûts ont augmenté, le panier moyen a diminué, et du coup, ils vont devoir se recentrer sur des jeux plus simples, mais pour des raisons macroéconomiques, si je puis dire. Ouais. Mais ça veut pas forcément dire que le public se désintéresse du jeu expert, tu vois. Je pense qu'il est Ah non, toujours non, là, non, il toujours mais peut-être qu'effectivement, là, en ce moment, vu le prix de l'essence, il en achète moins, quoi. c'est ça Mmh, et puis aussi, une monopolisation du secteur du jeu, en tout cas en France, avec Asmodée et Hachette, tout à fait. qui concentrent de plus en plus, les petits éditeurs, sous leur grande cape. Ouais, ouais, bah, ça leur permet de rationaliser d'autant plus le marché, du coup, tu vois? Donc Ça. mais bon, voilà, donc en tout cas, moi, ça m'a rassuré de voir que, bah, non, en fait, franchement, depuis 25 ans, le marché est similaire, quoi. À peu de choses près, voilà. Mais oui, en tout cas, c'est ce que disent la science. Ce que dit La la science. nôtre, en tout cas. La meilleure science. Bah, voilà, j'ai plus rien à dire, j'étais assez long, je te laisse parler un peu.
Ah non, moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire, hein. Ah bah t'as un proto à donner encore. Ah, c'est vrai. Attends, parce qu'on n'y est pas encore. Les protos. Voilà, là on est dans les protos. Alors, Un proto les qui te protos. parle en plus. Comment ça, il me parle? Bah c'est carrément ton thème ça, franchement. Le thème Deck de building. cette semaine. Je suis pas spécialement fan de deck building, hein. Gars, j'ai jamais vu autant d'extensions de Smash Up chez quelqu'un que chez toi. Ah oui, 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 tout à fait, tout à fait. C'est vrai que, en fait, quand on parle de deck building, tu as tout à fait raison. Smash Up est un deck building, mais c'est un deck building où tu as deux choix à faire en termes de deck building, et ensuite, c'est un jeu de Hmm. conquête. Et tu es la seule personne avec qui je joue à Magic. C'est pas faux. Magic, qui est un jeu de deck building. C'est d'ailleurs plus un jeu de deck building qu'un jeu de cartes, hein. Tu passes Tout à plus de fait, temps à construire ton deck qu'à. Mais bon, c'est ok. clair. Mais c'est vrai que moi, je pensais à Starin, je pensais à Clank. Des jeux de deck building chiants. En tout cas, moi, j'aime pas trop. J'ai un jeu de deck building que j'aime bien qui s'appelle Rivals, mais Ok. c'est un jeu d'affrontement et de temps en temps, faut piocher une carte, quoi. Ah, d'accord, ok. Ok, ok. Du light deck building. Ouais, c'est du deck building survival battle royale. Ok. Et ouais, il y a toute une promesse, c'est extraordinaire. Du coup, moi, me basant, bah, un petit peu sur mes expériences que j'ai de deck building que j'ai bien aimé, bah, du Rivals, pas du Smash Up parce que voilà, et du Root, il faut toujours un peu de Root. Je propose le jeu qui s'appelle La Promesse. C'est Oh. un wargame où il faut conquérir un des 3 territoires qui sont sur la carte. On a une carte, bah, du coup, un peu à la Route. Dans ce jeu, tous les joueurs commencent à une extrémité de la carte. Et avec, bah, il y a 3 lieux au centre qui sont les terres promises, les terres saintes, mais qui sont promises à plusieurs peuples, dont le nôtre. Et bien sûr, les autres, ils ont tort. C'est notre terre promise. Dans ce jeu, toutes les actions se font par des cartes. Il y a aussi de l'argent. On commence avec 5 pièces qui va nous servir soit à acheter de nouvelles cartes, soit à acheter des actions directement. C'est pas mal ça. Chacun son tour, on peut faire une action. Soit acheter une carte dans la rivière de cartes. Il y aura 5 cartes du paquet de cartes pour acheter une carte. On peut jouer une carte de sa main, mais une et une unique carte, soit payer 2 pièces pour faire une action de base. Les actions de base sont les suivantes. On peut recruter un guerrier là où on a déjà un guerrier. On peut déplacer un ou plusieurs guerriers d'un lieu à un autre. On peut faire une attaque. Ok. Les cartes sont un peu plus tricky, il y a un peu plus de style. On peut, par exemple, remplacer un ennemi par un guerrier à soi. On peut construire une arme qui, lorsqu'on attaque, donne plus 5 d'attaque. On Mhm, peut attaquer via un autre lieu avec des cartes trébuchées. On peut mhm. construire des bâtiments qui, du coup, font une défense perpétuelle sur un lieu. Voilà. À la fin d'une manche, c'est quand tout le monde a joué toutes les cartes qu'il avait en main, ou qu'il a plus envie de jouer de cartes, ou qu'il a dépensé tout l'argent qu'il voulait dépenser. En tout cas, que tout le monde ait fini toutes les actions qu'il avait à faire durant ses tours. À la fin d'une manche, on regarde si quelqu'un contrôle 2 des 3 terres saintes. Si c'est le cas, cette personne a gagné. Sinon, on repioche 5 cartes et on refait une manche. Voilà, c'est tout le jeu. Mais tu repioches 5 cartes de ton deck ou Ah oui, de ton deck. d'un pool Ouais, commun? Oui, ouais, ok, d'accord, ouais, de ton bon, deck. t'as un deck de départ avec une dizaine de cartes, bien sûr qui sont un peu nazes, Mhm. et que tu amélioreras en achetant des cartes de la rivière. Et un truc que j'ai pas bien compris ou peut-être pas bien suivi, et je te prie de m'en excuser, le deck de chaque joueur est identique au départ ou t'as à choisir dans la boîte des caractéristiques? Ah, ça je ne l'ai pas dit, et effectivement, il peut y avoir des différences pour montrer les spécificités de ce Mais peuple. oui, Par bien sûr. exemple, le peuple des shorts pourront courir plus vite, enfin du coup ils auront des cartes qui leur permettraient d'aller plus vite, mais ils auront moins de défense que la majorité des autres peuples. Parce que les Hmm, shorts, ça protège moins bien que les pantalons, tout à fait, je comprends ou très bien. des armures. Et pourquoi la promesse, du coup, que je trouve canon comme nom de jeu? Ah, c'était juste pour dire que c'était les terres promises. Mais je trouve que c'est un nom trop cool, la promesse. Ça Ah, claque de ouf. merci. Ah, franchement, très intriguant.
Et du coup, le design un peu subversif, que j'aimerais bien mettre, avec des petites blagounettes et en même temps une violence, assumée. Parce que la guerre, c'est pas rigolo. OK, donc un style, tarantinesque quelque part. Ouais, Violence et voilà, violence et fun. du rire cynique. OK, OK, ça prend forme, c'est pas mal ça. Serait-ce un prototype que tu prototyperais ou, à terme Heu, ou pas? Pas tout de suite, pas tout de suite. Autant il Mmh, y a des jeux, c'est 12 cartes, ça se oui. prototype, en une demi-journée. Autant là, j'arrive même pas à construire une carte qui me plaît. J'ai fait Ouais, bah, c'est plusieurs pas facile, hein. protos, c'est compliqué. OK. Et toi donc? Alors, bah, moi j'avais plus beaucoup de temps, pour préparer, un jeu de deck building et ça me semblait, quand même une pas une mince affaire. Donc, Ouais, j'ai décidé de faire ce que je fais quand j'ai pas beaucoup de temps. J'ai fait une sorte de, mon premier deck building, tu vois? Un deck building pour enfants. Donc ça s'appelle le corne-fou aux œufs d'or. Le corne-fou aux œufs d'or, oui? autant, peut-être, tu dis: «Oui, les jeux enfants, c'est simple». Déjà, c'est pas forcément vrai et ensuite, mais il y a toujours un lore de fou, rien que dans le titre, tu sens que ça va être velu. Non, 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 en fait, je t'expliquerai après pourquoi ça s'appelle comme ça. Donc le corne-fou aux œufs d'or, c'est un jeu de deck building pour 2 à 4 joueurs de 8 à 10 ans à la louche comme toujours. Et donc les joueurs sont des cornéadors, c'est-à-dire des dresseurs spécialisés dans l'élevage de cette bête étrange qui est le corne-fou. Les joueurs vont avoir pour tâche de donner au corne-fou soit de la nourriture, soit des soins, soit des distractions. Et ils doivent le rendre le plus heureux possible. S'il est très heureux, il pourra donner au plus habile des joueurs un œuf d'or. Le joueur qui collecte le plus d'œufs d'or gagne la partie. Donc grosso modo, comment ça se passe? Chaque gamin qui joue a un deck de départ identique de 8 cartes. Dans ces 8 cartes, tu as 2 nourritures, 2 soins, 2 distractions et 2 cartes qui ne servent à rien que j'appelle des carabistouilles. Chaque type de carte, nourriture, soins, distraction, a une couleur. Donc Mmh. au pif, nourriture c'est rouge, distraction c'est bleu, soins c'est jaune, tu vois? Voilà. Et à côté de ces cartes qui vont constituer le deck des joueurs, tu as, des cartes corne-fou qui sont, des cartes avec des objectifs. Et tu as donc tu en as 12, de ces cartes et sur chacune de ces 12 cartes, tu as objectif facile, objectif difficile, objectif légendaire. Et en fait, l'objectif, c'est une séquence. C'est-à-dire que l'objectif facile, par exemple, ça va être bleu-rouge. Et donc, à chaque tour, un joueur va poser à partir de la main, il pioche 5 cartes par tour, pardon, j'aurais dû commencer par là. Mmh. Il va pouvoir poser depuis sa main une carte bleue, une carte rouge. Et il va valider l'objectif facile. L'objectif difficile, bah, ça va être je sais pas, 3 ou 4 cartes, tu vois, bleu, rouge, jaune, jaune, rouge, 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 vert, pardon, rouge, 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 bleu, etc. Et l'objectif légendaire, c'est que au-delà d'avoir, je crois que c'est 5 cartes, j'ai décidé à poser, Mmh. donc c'est-à-dire toute ta main, il faut que ta main soit cohérente avec les objectifs. Tu as aussi des cartes qui ont des étoiles, certaines cartes qui ont des étoiles et pas d'autres. Comment est-ce que tu fais pour gagner plus de cartes? Eh bien, tu as, un marché ouvert. C'est-à-dire que tu as un deck de cartes qui sont des cartes nourriture, soins ou distraction, qui sont mélangées et tu en retournes 3 à chaque fois qu'un joueur en achète une, tu en remets une, face visible et donc tu vois, tu as toujours 3 cartes à acheter pour chacun des joueurs. Les objectifs, quand tu les remplis, te donnent de l'argent pour acheter les cartes. Ouais. Ils peuvent également te donner la faculté de supprimer une carte de ton deck, tu vois, pour montrer aux gamins que bah, le deck building, c'est aussi de tailorer ton deck, tu vois, de le shape comme tu veux. L'objectif légendaire te donne un œuf d'or. Et donc le but, c'est ça, c'est d'apprendre aux gamins que bah, si tu arrives à enlever une carte qui ne te sert à rien, bah, du coup, tu vas tomber plus souvent sur les cartes qui te sont utiles, sachant que chaque couleur a donc des petites cartes spéciales qui sont des cartes étoiles et que les cartes étoiles reprennent une grande mécanique classique de deck building. Par exemple, les cartes étoiles couleur rouge
vont te permettre de piocher une carte de plus et d'avoir 6 cartes en main au lieu de 5. Les cartes jaunes, elles vont permettre de prendre les cartes qui servent à rien, là, les cartes grises qui polluent ton jeu, et de les transformer dans la couleur de ton choix. Il y en a un qui va te permettre de piocher dans la défausse. Enfin, tu vois, voilà, j'ai fait des petites. J'ai essayé de synthétiser les grandes familles de deck building pour essayer de montrer aux gamins que, bah, tiens, si j'essaye d'avoir beaucoup de rouge dans mon deck, et ben en fait, je vais avoir 30 000 cartes à la fin et ça va être facile de valider les objectifs. Si j'ai 15 000 jaunes, bah autant récupérer les cartes qui ne servent à rien, qui vont pas être chères sur le marché, parce que je vais pouvoir les convertir. Tu vois, voilà, des trucs un peu comme ça, soit de contrôle, soit de conversion, soit de défausse, soit de pioche. Et donc voilà, quand tu as joué tous les objectifs des cartes, la partie s'arrête. Les joueurs qui ont validé le plus d'objectifs légendaires, ils ont gagné le plus d'œufs d'or, ils gagnent et basta. La dernière chose, pourquoi ça s'appelle corne-fou? Parce que je cherchais du coup un animal étrange. Je trouvais ça rigolo d'avoir une bestiole, tu vois. Et je me suis dit, le plus rigolo, ce serait d'aller voir, tu sais, les bestioles qu'on dessinait au Moyen-Âge, là. Tu sais, ils savaient Mhm. pas à quoi ça ressemble une girafe, et du coup, ils faisaient des girafes trop cheloues. Et du coup, j'ai trouvé une bestiole vraiment très rigolote. C'était une sorte de phacochère avec des grandes cornes. Ouais. Et donc, je l'ai récupéré et je suis désolé, chers auditeurs, je l'ai passé dans ChatGPT parce que je ne sais pas dessiner. Juste, j'ai gardé exactement la même image, c'est juste pour faire des couleurs plus chaudes, des trucs comme ça. Et donc, je te la mets dans le Discord pour le plaisir. Oh. Voilà, pour te montrer le corne-fou. Voilà, qui est donc un phacochère avec une sorte de grande houppette orange et des cornes gigantesques et une trompe de fourmilier. Ouais, très mignon. Il a l'air de sortir d'un livre de Dr. Zeus. Ouais, tout à fait, effectivement. Voilà, c'était mon petit deck building, premier âge. Ok, ouais, bah, tout simple, tout mignon, très Ouais, bien. c'est ça. Et ben très bien. Moi, Vas-y, tu t'imagines ça comment? C'est-à-dire, j'imagine ça comment? À quel niveau? Bah, le design, bah, Ah! comme ton corne-fou ou? Oui, c'est ça, très mignon, tu vois, des petits trucs, un tu vois, ces livres pour enfants, c'est un petit peu aquarelle détaillée. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je saurais pas te donner alors ça va être vraiment pour les initiés de chez les initiés, mais il y a des certaines histoires de Picsou, où tu as des planches en aquarelle comme ça qui sont dessinées par, Karl Barks, voilà, qui est un des auteurs de Picsou et c'est des très jolies aquarelles au ton très chaud, mais ça reste de la BD, tu vois? Bah, tu tapes Karl Barks aquarelle, dans Google, tu vas trouver, un petit peu le style que j'imagine, quoi. OK, OK. Ouais, les initiés ont été bien initiés aujourd'hui. J'avais quand même une remarque, Mmh. c'est que je me rends compte que depuis qu'on a commencé notre podcast, j'ai une marotte sur le type de jeu que je viens de faire là. C'est-à-dire que épisode 3, j'ai fait un jeu où on piochait des billes, il fallait remplir des objectifs. C'était des combinaisons de billes. Épisode 14, le jeu de capsules, fallait récupérer des capsules et remplir des objectifs sous forme de combinaison de capsules. Et là, bah, j'ai un jeu de cartes où il faut remplir des objectifs sous forme de combinaison de cartes. Bah, donc je sais pas ce que j'ai avec les objectifs et les combinaisons de trucs. Faudrait que j'essaye de trouver autre chose, quoi. Voilà. Ouais, 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 mais après, bon, si c'est un style, hein, pourquoi Ouais. pas, peut-être faut que tu embrasses ce style justement, au contraire. Ouais, peut-être, t'as raison. L'objectif, c'est de valider des objectifs à partir d'objectifs. Ah, Ça peut-être. ça fait un peu à penser à Gizmo, un vieux jeu, bah, de Simone justement. Peut-être qu'on pourrait avoir un jeu où c'est les joueurs qui fixent les objectifs des autres. Ça serait rigolo. Arx? Ah, que ça fait ça? Ah, d'accord. Ouais, Arx ça fait ça. Bon, on jouera à Arx. Ah oui, ça je sais pas quand, mais oui, oui, avec plaisir. Faut que tu viennes une semaine et Ouais, c'est ça. on fait toute ma ludothèque. Ah, trop bien. Ah, ce serait le rêve. Mais là, pour l'instant, je crois qu'on va juste parler d'un jeu qui nous fait de l'œil, non? Ah bah oui. Le jeu qui nous fait de l'œil. On les refera, on les refera. Mais et d'ailleurs, je pense qu'il faudrait, je sais pas ce que tu en penses, mais peut-être les refaire avec une seule musique pour qu'il y ait une cohérence dans l'émission, je sais pas. Ouais, 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 peut-être une seule musique, peut-être juste de meilleure musique. Ouais, aussi, on est d'accord. Je ne sais pas. Je sais pas ce qui est mieux. Alors, est-ce qu'il y a un jeu qui te fait de l'œil, mon ami? Oui, oui, oui. Eh ben, justement, on parlait de jeux faciles. Je voulais vous présenter un jeu à facilité déconcertante. Je voulais vous parler de World Order, un jeu de Hegemonics Game, designé par Vangelis Birkakis et Vanamas Timotheou, qui ont travaillé bah, sur des jeux comme Dice City ou Field Green ou Hegemony.
Lead of Your Class to Victory, Hégémonie, un jeu non, des mêmes auteurs et du même éditeur. Oh là là, il y a du matos. Oui, 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 oui. Il y a du matos. Hégémonie, le... c'est un chef-d'œuvre ludique. On peut dire que ça. On joue chacun une classe, soit la classe ouvrière, soit la classe moyenne, soit la classe économique dirigeante et le gouvernement. Dans World Order, c'est différent. On joue chacun un pays, enfin, du coup, une superpuissance, soit les États-Unis, soit l'Europe, soit la Chine, soit la Russie. Et là, par contre, contrairement à Hégémonie, on a toutes le même base de règles. Par contre, notre positionnement dans le monde, les accès aux ressources, nos voisins sont pas les mêmes, et donc on va pouvoir avoir des objectifs différents et une façon de jouer différente. Moi, j'ai kickstarté. C'est un jeu qui me fait de l'œil Mmh. parce que je l'ai pas encore, mais il doit arriver. OK, d'accord. Et du coup, je pourrais vous dire à quel point il est bien. Ou à quel point ils ont juste joué sur la hype de Hegemony qui était un jeu extraordinaire et qu'en fait ce jeu ne vaut pas un clou. Je ne sais pas, Mmh. on verra. Et ça t'a coûté combien alors? Oh, pas cher, pas cher, pas cher pour ce que ça vaut. D'accord, tu n'es peut-être pas libre de donner la somme, je comprends. Et Ah, il y a peut-être des oreilles qui écoutent ce podcast. des gens me regardaient de façon ostentatoire, hein. OK. Très bien, Et toi donc? très, très bien. Est-ce que tu as un jeu qui fait de l'œil? Tout à fait, j'ai un jeu qui me fait de l'œil, alors, figure-toi que c'était mon anniversaire il y a pas très longtemps et une bonne âme, une merveilleuse personne, m'a offert pour mon anniversaire le livre de base de Donjons et Chatons, dont j'avais parlé Oh! lors de notre épisode 3. Une personne richissime qui plus est, parce que non seulement elle m'a offert le livre de base, mais aussi la boîte de découverte, Donjons et Chatons. Alors même que Folie. ce n'était pas sur ma liste d'anniversaire. Donc cette générosité me laisse pantois et je suis très reconnaissant envers cette mystérieuse, belle et magnifique personne. Et donc là, bah, du coup, je suis en train de concevoir une campagne, pour ma femme et mon fils sur Donjons et Chatons. Parce que figure-toi que, jusqu'en 2025, jusqu'à juin 2025, je menais une campagne de jeu de rôle sur Aria de Fibre Tigre, qui était plutôt bien avancée, et j'avais des joueurs de ma famille, dont toi d'ailleurs, petit coquin de magnifique. Et je me Oh! disais, bah, si j'ai des joueurs qui viennent de ma famille, ils sont un peu captifs, tu vois. Mais je pense qu'ils n'étaient pas assez captifs parce que je sais pas si t'es lucide, mais je suis pas sûr qu'on reprenne un jour cette campagne. Je vois pas ce qui pourrait nous empêcher de la reprendre, C'est vrai, mais je suis pas sûr que ce soit faisable non plus. Enfin, en tout cas, pour l'instant, c'est dans les limbes, quoi. Ah oui, c'est sûr. Alors, mais je me dis que faire une campagne de Donjons et Chatons avec 2 personnes qui dorment sous le même toit que moi, a priori, ça devrait être le plus captif possible. Mon fils ouais, mon fils, normalement, j'ai encore 12 ans de captivité et ma femme, eh ben, écoute, j'ai bon espoir de la convaincre de rester encore un petit peu, en tout cas pour cette campagne de Donjons et Chatons. Et donc, le problème de Donjons et Chatons, je l'avais déjà, dit, me semble-t-il, à l'épisode 3, c'est que, c'est super. Donjons et Chatons, c'est trop bien, mais ça propose 3 petits scénarios d'initiation dans le livre de base, mais il y a pas de campagne. Alors, il y a 5 scénarios supplémentaires dans la boîte de découverte, que tu m'as offerte, mais ça fait quand même pas une campagne. Donc, bah, là, je l'écris, c'est un peu laborieux. Il donne des pistes, il donne des lieux, il donne quelques personnages, il donne une idée de fil rouge, mais pas grand-chose de plus. Heureusement! En 2025 ou en 2026, je n'en sais rien, j'ai pas trouvé la date, Donjons et Chatons aux sources de la Miagie a été édité, toujours par le studio Dead Crow, le studio qui d'ailleurs, l'éditeur de Monster of the Week, qui est très très bien, je vous conseille d'aller voir un actual play qui s'appelle L'Agence avec Lincus sur YouTube, qui utilise cette mécanique-là et qui est très sympa. C'est toujours illustré par Clément de Ruyter et Trikitov et écrit par Clément de Ruyter également. Et surtout, cette fois-ci, cette nouvelle parution, c'est une campagne. Le descriptif officiel nous dit: qu'est-ce que la Miagie? D'où vient-elle? Comment et pourquoi les animaux se sont-ils éveillés? Aux sources de la Miagie est une campagne de jeu, une suite d'aventures liées les unes aux autres, qui va emmener les chatons sur les traces des origines mystérieuses de la Miagie et des autres pouvoirs surnaturels. Donc voilà, j'en profite comme ça pour remettre une couche sur Donjons et Chatons, qui est vraiment super jeu, simple à appréhender, plein de poésie, plein de good vibes, c'est du beau boulot. Leur commu est super, leur Discord a plein de ressources que je compte piller jusqu'à l'os. Bref, n'hésitez pas, et en plus ça n'est que 27 €. Voilà. Pour la nouvelle parution en tout cas.
Ah d'accord. Je me disais, normalement il Je vais te faut faire faut arnaquer. le bah, faut ouais, non, mais faut le jeu de base plus la petite boîte découverte parce que sinon tu pas tout le matos, c'est chiant. Je suis d'accord et c'est très, très bien fait dans les 2 cas. Mais en tout cas, cet addendum-là, alors j'imagine dans toutes les campagnes de jeux de rôle, tu as un résumé des règles au début, donc je pense que, tu enfin je l'ai pas feuilleté, mais je pense que tu dois pouvoir t'en sortir juste avec, ce livre à 27 balles, mais c'est toujours mieux d'avoir le livre de base, je suis d'accord. OK, OK. Eh Voilà. ben, très bien. Des choses à rajouter? Non, je crois qu'on a fait un gros épisode, hein? Ouais, 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 on a commencé il y a à peu près 2 heures, hein. Et ben, du coup, bah, si c'est tout, merci à nos auditonautes de nous Tonner, auditocuter, auditonner. de nous auditonner. Bah, bonne journée tout le monde. Bonne quinzaine et puis, amusez-vous bien. Ah oui, sauf si tu as un mot de la fin. Corne-fou? Ah, damn, c'était mon mot de la fin aussi. Ah merde! Et ben, fou de corne. Ah, Parfait, excellent. bonne journée à tous et bon appétit. Salut, salut! Bye.